C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en apparence, je peux avoir une vie qui est waouh. Quand je parle de mon métier, waouh. Ah ouais. On a beaucoup d'ego aussi dans cette activité. La course à la meilleure photo et tout, sauf que quand on court après la meilleure photo, on chasse un animal en fait. Dans l'eau, la première réaction de quelqu'un quand il voit un animal, c'est de foncer vers lui. Ah oui. Moi, je suis la première à avoir conscience qu'il y en a plein qui me diraient bah ouais, mais si tu dis que tu protèges les animaux, pourquoi tu vas faire du whale watching? Hello être humain unique, bienvenue sur ce nouvel épisode qui est un hors-série où nous allons à la rencontre de Cindy qui fait un métier exceptionnel. On va voyager en Norvège, à La Réunion, en France, mais surtout dans nos sociétés, dans nos têtes, sur les questions de l'environnement. On va à la rencontre également d'animaux extrêmement impressionnants et qui ont plein de mystères encore à dévoiler. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos pensées, si vous avez envie de digresser. Allez-y, on est là pour ça. Bonne vidéo à tous. Bonjour Cindy, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Oui, ça va, très bien, j'adore. Est-ce que tu es bien installée là? Là, ouais, ok. Eh ben écoute, on va pouvoir commencer. Comme c'est ce fameux hors-série dans lequel on fait une petit mix, j'aimerais bien garder une des grandes traditions qu'on a, c'est du coup un clap. Okay. Et donc on choisit le clap qu'on veut. Est-ce que tu as déjà une idée de clap qui te ferait plaisir? Ah bah on peut faire un clap baleine si tu veux. C'est quoi un clap baleine? Bah, ça c'est que d'une baleine, tu vois. Donc tu peux faire un délire comme ça et puis après tu vas t'improviser ce que tu veux. Oh, clap baleine, j'aime bien, j'aime bien. Comment? Ou alors on le fait faire comme ça. Ah oui. Ça me va. On fait comme ça. Ah oui. C'est fan, j'adore. Viens, on le fait face caméra, voir ce que ça donne. Vas-y. C'est trop bien. Je savais pas du tout. C'est un truc que vous faites vraiment? En fait, normalement, le signe, par exemple, sous l'eau en plongée pour dire il y a un dauphin ou autre, c'est ça. Et pour baleine, il n'y avait pas grand-chose. Donc tout le monde faisait ah ça, gros. Ah oui, et je trouve en fait, ça c'est très parlant, c'est très stylé. Trop bien. Voilà, et ben on parlait de baleine. Est-ce que Cindy, tu veux bien te présenter à tout le monde parce que tu fais un métier assez extraordinaire. Tu fais aussi on est dans une salle de yoga, on est à Unique Fitness d'ailleurs, et donc on est dans le studio Tatami. Et je t'ai invité ici parce que il y a aussi une part de yoga dans ta vie. Je te laisse te présenter et puis ensuite on continuera. Moi du coup c'est Cindy Gorzali et alors à la base donc, je suis monitrice de plongée sous-marine. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai plus spécialisé mon métier autour des cétacés, des grands cétacés, donc dauphins, baleines, orques ou autres. Et du coup pour emmener les gens en fait aller à la rencontre de ces animaux et plutôt proposer une rencontre en fait. Okay. Et si les animaux le veulent bien, effectivement il y aura potentiellement rencontre, donc c'est des moments assez magiques. Et entre ça donc et pilote également sur les bateaux qui font aussi donc, de l'approche sur les cétacés et toujours la plongée en parallèle. Voilà. Et oui effectivement le yoga, je donne quelques cours mais pas encore. C'est pas encore le principal de mon activité mais ça. Mais tu t'es bien intéressée à ce domaine-là. Et donc comment dans ton parcours t'en es arrivé là parce que comme c'est un métier qui n'est pas connu, voire qui n'existe pas. Oui, c'est ça, donc tu peux le dire. Qui n'existe pas. Comment on en arrive là? Alors, ce qui est assez rigolo, pour faire un petit délier, quand j'étais plus jeune, je voulais être océanologue ou océanographe et je me disais, ça risque d'être dur. Puis tout le monde m'a dit, ouais, mais les études là, il n'y a quasiment pas de place. Donc, j'ai pas fait ça. Ok. Et puis finalement, d'une manière ou d'une autre, finalement, je me retrouve à faire ça et finalement à être plus sur le terrain que ce que l'aurait été un océanographe. Mais le truc, c'est que ça n'existe. Ce métier n'existe pas, vraiment, il n'existe pas. Et on le fait, on est plusieurs à le faire, mais il n'y a rien d'officiel, en tout cas, sur le métier de guide naturaliste cétacé ou même guide naturaliste tout court. En tout cas en se mettant à l'eau avec les cétacés. Donc c'est vrai que c'est un métier qui n'existe pas du tout et ça a été par le biais de la plongée. J'ai d'abord été monitrice de plongée pendant longtemps. J'ai toujours adoré la pédagogie aussi beaucoup et c'est vrai que la chose, je pense, qui me manquait dans la plongée, dans la manière dont j'ai commencé au départ à faire des sorties cétacées, parce qu'en fait j'ai commencé à La Réunion en étant monitrice de plongée. Le centre a commencé à proposer ces sorties avec mise à l'eau, donc avec les dauphins par exemple. Et j'ai commencé à intégrer ces sorties parce que en plus de mon travail classique. Une chose en entraînant une autre, c'est vraiment dans ça que je me suis spécialisée. Mais je trouvais au départ qu'il manquait de sensibilisation, que nous, on manquait de formation. En fait, j'avais l'impression juste d'emmener les gens, mais je savais, t'es un peu renseignée, mais je savais pas trop quoi dire sur ces animaux. Je n'étais pas en contact de scientifiques ou autre. Et finalement, voilà, une chose en entraînant une autre, je me suis plus spécialisée là-dedans, plus penchée là-dessus. Plus sur ce côté-là, je suis tombée sur des gens qui étaient vraiment plus éthiques et qui allaient vraiment vers ça. Et ça m'a permis vraiment de me dire, en fait, il y a une voie à ça de cette manière-là. Et puis depuis, ça n'arrête pas. Et tu vis ta meilleure
leur vie. Depuis voilà, j'ai du mal à faire autre chose. Je me questionne pas mal sur est-ce que je continue ou pas, parce que ça reste quelque chose qui est très controversé. On a un impact forcément quand même sur ces animaux en étant là et en vendant une sortie à la rencontre d'eux, même si on ne garantit jamais rien. On apporte tellement de choses aux personnes qui viennent vivre ces moments-là. C'est assez transformateur en fait, et que finalement, je pense que c'est aussi une voie pour un petit peu faire changer le monde comme finalement je le vois qui pourrait être mieux. C'est ma voie à moi en tout cas pour contribuer à ça, quoi. En fait, en gros, ton parcours, c'est une jeune fille qui rêve de nature, d'y être immergée, on ne sait pas encore comment, à quelle fin, etc. et qui peu à peu a construit sa réflexion et a trouvé sa place, c'est ça? C'est ça, même si au départ, je pense que je m'autorisais vraiment pas à me dire que c'était possible de faire ça pour moi. Ok. Je pense que c'est pas si vieux que ça de me dire c'est ok de faire ça, et voilà, ouais, c'est vraiment pas si vieux que ça. Donc c'est vraiment un chemin en construction très long, avec au départ peut-être même un peu de l'insouciance, de se dire on y va et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça, ou de se dire bon je vais faire ça, pour l'instant ça roule, de suivre les opportunités, mais de pas vraiment se dire ok je m'engage pleinement dans cette voie. Au début c'est un métier qu'on fait parce que ça me passionnait, donc je suivais la passion, je suivais les opportunités aussi, en accent quand même beaucoup sur la pédagogie comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adorais. J'adorais être avec des gens qui étaient pédagogues et qui aimaient échanger sur tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je m'autorisais à me dire je vais vivre pleinement de ça jusqu'au bout. Et puis maintenant, de plus en plus, je me dis si. Ouais, c'est possible. Si, en fait, c'est complètement possible. Et même si ça n'existe pas, tout ça, qu'il y a pas, mon métier ne rentre dans aucune case. On ne peut pas le cocher nulle part, on le trouve jamais dans les menus de mais par contre, c'est ça qui est une belle aventure aussi, c'est que finalement on se crée totalement notre vie. On part d'un terrain où il n'y a rien, donc il faut tout construire. Et se trouver son équilibre là-dedans. Et ça, c'est le défi d'une vie, quoi, je pense. C'est le défi d'une vie, totalement. Et d'ailleurs, en psychologie positive, c'est ce qu'on met au centre, c'est d'essayer de trouver un équilibre. C'est pas que les choses soient idéales et utopistes, hein. C'est d'avoir vraiment une bonne balance où on se sent en possession de nos moyens, on a de l'estime pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est, et on essaye de s'affirmer en ce sens. Donc effectivement, c'est une belle illustration de ça. Je voulais revenir sur la partie yoga. Voilà, on a discuté au téléphone pendant une petite heure vendredi. Et justement, on s'est dit, mais comment amener les gens à se questionner et à prendre la profondeur, on va dire, de cette question qui est la préservation de nos espaces naturels. Et je me suis dit, ok, yoga en prums, ensuite on va essayer d'élargir pour qu'on puisse comprendre en fait cet équilibre et cette harmonie. Et je pense que c'est pas anodin dans ton parcours d'avoir été tournée vers le yoga. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris et sur toi-même avant tout? Je pense que déjà, ce que ça m'a apporté principalement, c'est de vraiment arriver à tout doucement entrer en soi quand même d'une manière complètement différente. On déroule pendant longtemps, pendant plein d'années, soit sur une piste qu'on nous a un peu conduit, soit qu'on a choisi, mais finalement, est-ce qu'on l'a vraiment choisi? Et on se trimballe avec nous plein de choses et plein de croyances. Et le yoga, ça met un petit peu tout de suite un stop sur ça, et puis surtout le doigt sur différentes choses, qu'on le veuille ou non en fait, je trouve. Et du coup, c'est vrai que ça a mis le doigt sur beaucoup de choses qui sont pas forcément des choses qu'on explique au départ, hein. Ça se transforme plutôt, ça bouge plutôt dans le corps. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de choses que maintenant j'assume beaucoup plus, que mon corps aussi que j'assume beaucoup plus, parce que c'est vrai que c'est un métier où on se rend pas compte, mais en fait on prend très peu soin de soi, parce qu'on enchaîne beaucoup d'heures, parce que c'est un métier passion, on donne énormément, on est habitué à vraiment donner beaucoup, sans compter, sans forcément avoir énormément de reconnaissance non plus parfois. Et c'est vrai que ça use en fait au fur et à mesure des années. Et le yoga apprend vraiment, je trouve, à reconnecter avec soi, mais le vrai soi, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment besoin. Pas ce qu'on pense avoir besoin en surface, ou ça vient vraiment aller chercher le pourquoi du comment. Là, à cet endroit-là, ça bloque, sans le mettre en mots, en fait, juste en le mettant en mouvement, en fait, plus qu'autre chose. Ou alors, au contraire, en mettant la pause totale avec la méditation et tout ça sur tout ça. Quand j'en fais pas, ça me manque maintenant. C'est devenu comme quelque chose que je me dis, ça fait longtemps, là, non, vraiment, là, faut que je m'y remette, entre guillemets. Oui, je pense que ça donne un équilibre quand même sur pas mal de choses, sur ça. Et sur soi, ça apprend à connaître plein de choses en soi. Est-ce que tu as eu cette sensation à un moment que ça a cliqué en toi, genre, comme un peu, on veut tout ce que ça arrive. Ouais. Ou même progressivement, mais à un moment de réalisation, quoi. Justement, pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait des moments de réalisation. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a des petits clics, mais ces petits clics, ils enclenchent juste quelque chose. C'est pas ça, c'est pas au moment-là que tout switch. C'est au moment-là que tout commence à switcher.
je pense. Hein. C'est qu'avant, on peut très bien comprendre beaucoup de choses, mais que si on l'a pas senti dans le corps et qu'après, on fait pas des choix derrière, eh ben, on refait les mêmes choses. Donc du coup, oui, il y a eu des petits clics comme ça. Ben, la formation de prof de yoga a beaucoup aidé à ça parce que j'ai été beaucoup en résistance dans mon corps. J'ai eu beaucoup de problèmes au poignet, par exemple. Alors qu'avant, j'étais je me pensais et j'étais très laxe. Je suis hyper laxe. Ok. Sauf qu'en réalité, quand il faut bien se placer, ça change tout. Oui. Voilà. Et le yoga, après, on te dire, ok, c'est bien, tu t'es bien, t'es flexible dans tous les sens, c'est très bien. Par contre, maintenant, on va bien se positionner, on va se remettre droit par rapport à tout ça. Et là, c'est plus du tout pareil. Et donc, mes problèmes de poignet, j'ai arrêté de pratiquer comme ça parce que j'avais trop mal. J'ai dû pratiquer comme ça. Ok. Ça a tout changé. C'est-à-dire que j'ai dû tout réapprendre. Et au bout d'1 an de formation, je suis redevenue à un niveau quasi débutant en repratiquant comme ça. C'est bon en humilité, ça. Ouais, bah c'est ça. Ça permet aussi de repartir et de se réinventer sous un autre angle. C'est ça, et je pense dans tout ce qu'on veut réussir dans la vie, on emmène, et moi je pense que c'était le cas, j'emmène beaucoup d'ego, mais un ego, j'avais besoin de prouver au monde et de me prouver à moi-même que je pouvais faire, parce qu'on m'avait souvent dit et fait comprendre que non, ça ne serait pas le cas. Et finalement, en fait, il y a beaucoup de choses à déposer dans tout ça. Il y a un ego, l'ego quand on l'imagine, c'est quelque chose qui déborde, qui prend le pas sur les autres et tout, mais il y a aussi qui prend le pas dans sa tête à soi-même en fait, hein, parfois, et qui nous met des limitations, je pense, dans pas mal de choses, et au contraire, parfois, voilà. Donc du coup, là, moi, c'était beaucoup trop de limitations sur ça. Ça les enlève tout doucement. C'est bien. C'est ça qui est intéressant, c'est que le yoga, ça a vraiment fait sauter pas mal de choses là-dessus, quoi. Et puis on apprend aussi que c'est dans le chemin, avec tout ce qu'on y apprend, c'est là où émane la richesse et ce qu'on emporte vraiment dans notre bagage, bien plus que la réalisation au final, même du mouvement, parce que bon, la posture, on apprend à faire la posture, mais en fait c'est tout le travail pour apprendre la posture et comprendre comment la faire qui crée la richesse de ce qu'on vient de faire. Parce qu'au final, le résultat en lui-même, c'est bien, mais c'est le chemin qui nous a fait grandir. C'est un grand classique. Et le yoga, je pense qu'il nous apprend à l'intégrer et le sentir en soi. Pas juste dire cette phrase. Pas que de la théorie. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un truc de ressenti. Des phrases très vraies, mais que là, on vit vraiment. C'est-à-dire qu'on vit vraiment soi et qu'on sent vraiment dans le corps sans pouvoir vraiment l'expliquer. Mais il y a vraiment des choses qui bougent dans le yoga et plus on y est sensible. Enfin, moi, je trouve ça hyper puissant, quoi. Carrément. Ou des techniques comme le pranayama, des choses comme ça, c'est hyper puissant. Et pourtant, je suis qu'à 1/10 de ce que j'ai pu découvrir. Mais oui, je trouve ça assez fou, assez transformateur. Enfin, ça me fait rire parce que je pense aux gens avant qu'ils me disaient « Mais tu devrais faire du yoga !» En fait, je suis cette personne. Ça y est. Je suis maintenant. Je vais passer de l'autre côté. Non, mais oui, mais ça. Mais en fait, parce que je vois vraiment qu'il y a des solutions en fait, pour tout le monde. Tout à fait. Yoga ou autres pratiques de ce type-là. Hein. Et je pense que le lien entre le corps, la spiritualité qu'il y a à l'intérieur et des choses d'une simplicité implacable. Oui. Comme on demande. Certes, il faut de la rigueur. Enfin, il y a des choses, il faut les avoir avec de la rigueur et de la régularité. C'est comme ça, en fait, il faut l'accepter. On a parfois du mal, mais il faut accepter. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'il faut être... Enfin, rigueur et régularité ne veut pas dire souffrance, rigidité. Combat, rigidité. Ouais. Voilà. Exactement. C'est très différent. Ouais. C'est complètement différent, mais ça, pareil, ça met tellement de temps à s'intégrer. Et le parallèle avec mon métier de tout ça, ce qui est rigolo, c'est qu'on pense avoir le contrôle sur plein de choses, sur nos vies, tout ce qu'on fait, nous-mêmes. Parce que c'est rassurant, hein. Pendant longtemps, des fois, ou même encore maintenant, parfois je me fais surprendre avec cette recherche de sécurité, entre guillemets, en rangeant les choses dans des cases. Ah, ça c'est fait, c'est bon. Oui, d'avoir la main mise sur notre avenir, oui, tout à fait. Mais ça, en fait, c'est vraiment qu'une illusion. Et c'est au contraire, voilà, le côté flexible complètement de toute la vie va toujours avoir du mouvement, va toujours... C'est la direction qui est importante. Oui. C'est pas le chemin de l'avoir tracé point pour point avec cette rigidité, justement. C'est plutôt d'avoir une direction et de s'offrir aussi l'opportunité d'apprendre, de transformer, en fait, notre réflexion à travers les étapes, quoi. Complètement. Non, c'est sûr que c'est pas le clic, justement, le clic qu'on cherche. On aimerait, on se dit et puis dans les films, ils nous illustrent tellement de choses comme ça. C'est clair. C'est clair. Toi, t'es là, mais quand est-ce que moi, ça m'arrive? En fait, ça n'arrivera pas. Oui. Tout de suite, enfin, il peut y avoir Bien des sûr, petits ça peut arriver. Mais je pense que la plupart du temps, c'est juste des trucs qui prennent du temps. Et c'est OK, en fait, que ça prenne du temps. Et qui naissent et qui fleurissent en soi, quoi. Carrément. Tout comme trouver l'équilibre dans cette vie, dans ces vies un peu atypiques, dans ces métiers de plus en plus atypiques où tout le monde assume. Ou arriver à avoir un métier qu'on peut considérer comme classique, je sais pas, infirmière ou autre, qu'on a besoin. Et à côté de ça, avoir développé complètement autre chose. Ce que tu travailles, je pense, avec les gens dans leur parcours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'on a le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OK, ma vie, par exemple, avant, j'étais
canard bizarre de la famille, là, dans le sens où on me regardait avec un air, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ça a l'air cool, mais maintenant, il y a vraiment ce truc où pas mal de monde, je pense, se rend compte qu'on a besoin d'un équilibre et que pour ça, on doit un petit peu révolutionner sa vie un peu. Oser faire certaines choses. Mais c'est bien beau, on a le droit. Mais au départ, on est là, on fait quoi? Bah oui. J'ai le droit de tout faire, en fait. D'ailleurs, dans la créativité, c'est souvent la contrainte qui amène l'explosion de la créativité. Hein. Quand c'est carte blanche, c'est un peu déroutant, on ne sait pas trop où se placer. Ouais. C'est ça. Moi, ça a été pas mal mon défi parce que c'était, tu peux faire finalement un peu où tu veux, à part... Et puis là, quand il y a eu cette contrainte des cétacés, finalement, moi, ça m'a donné un axe aussi au final. Et puis c'est vraiment quelque chose. Voilà. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en apparence, je peux avoir une vie qui est waouh. Quand je parle de mon métier, waouh. Ah ouais, c'est vrai et c'est normal, je comprends, parce que moi-même. Petite, je regardais des gens dans des documentaires qui faisaient ça. Aujourd'hui, ma vie, c'est un documentaire. C'est fou. C'est moi dans la télé. Moi, des fois, je me dis, et alors qu'en fait, oui, c'est vrai, et c'est clair, c'est exceptionnel, j'ai une chance inouïe de faire ça. Mais il y a plein de choses, pour le reste, c'est tellement la même chose pour eux, à n'importe quelle petite échelle. J'ai les mêmes défis, j'ai les mêmes problématiques, c'est même sûrement décuplé. Certaines fois. C'est une histoire d'être humain en fait. Au-delà des fonctions, des métiers, de tout ça, c'est une histoire d'être humain. Et donc, cette harmonie que tu as trouvée à l'intérieur, ou du moins que tu essayes de cultiver, de contrebalancer, de comprendre, et à la fois aussi de se mettre en action, parce que comprendre sans agir, c'est stérile. Agir sans réfléchir, c'est pareil. Donc, en cultivant tout ça à travers le yoga et cette harmonie, comment tu te projettes, toi, à l'extérieur avec cette nature qui nous entoure et surtout cette ère où l'environnement, c'est pas là où on a tout notre espoir, en fait. On est plutôt dans des discours durs à entendre, sans espoir. C'est le désespoir le plus total, en réalité. Comment, toi, tu vis ça? Comment tu te projettes dans cet environnement? Justement, moi, je trouve que la solution, elle est plutôt là, en fait. Les personnes, quand elles viennent vivre une expérience du type, vivre un moment où une baleine s'approche, ou des orques en Norvège, ou de vivre des choses, même sans ça, rien que d'être dans ce genre de paysage, ce genre d'endroit, et rien que déjà, t'es à la recherche de ça, de savoir qu'il y en a autour de nous. Oui. Et ça, je sais qu'il y en a plein qui m'ont souvent dit dans ma vie que je pouvais être utopiste en disant ça, mais pourtant, je suis convaincue que c'est vrai, et je le vois. Ça transforme vraiment des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont... Oui, elle voit que c'est exceptionnel, mais s'il y a un vrai accompagnement, que le guide avec qui sont ces personnes explique comment se passent réellement les choses, explique les problématiques aussi qu'il y a, les enjeux qu'il y a de protéger cette biodiversité, de par exemple, tout simplement, faire ce que je fais, du whale watching, et nier l'impact. On a un impact par notre simple présence. On est sur un bateau qui est souvent un moteur, on a un impact, c'est inexorable. Donc le mesurer, mais se dire... Ok, je vis quand même quelque chose de fou et ça transforme dans le sens où une personne, quand elle a vécu une situation comme ça, elle peut pas après ne plus protéger, entre guillemets, par exemple accepter la chasse à la baleine, accepter tout simplement les parcs animaliers. La plupart du temps, quand une personne a vécu quelque chose comme ça, ce n'est plus possible d'envisager les choses autrement. Rien que ça, j'ai envie de dire, c'est déjà énorme. Carrément. Et surtout, ça remet l'homme à une place où je pense que pendant longtemps, on n'a pas... On ne s'est pas inscrit dans l'environnement. Non, et puis on s'est senti supérieur à la majorité des espèces, et notamment animales. Alors que ça, je considère que c'est complètement faux. Pour moi, on partage un monde, on cohabite en fait dans ce milieu. Par exemple, à l'océan, on cohabite là, on a le droit d'être là, ils ont le droit d'être là. Ça reste quand même beaucoup plus, entre guillemets, chez eux que chez nous, et encore, c'est à débattre dans le sens où c'est notre terre aussi. Mais justement, il y a cette cohabitation qui est importante, se remettre à leur niveau. Et apprendre justement aux personnes à se rendre compte qu'il y a un respect qui est vraiment mutuel. Leur laisser le choix comme on fait quand on les laisse nous approcher, c'est un cadeau qu'ils nous disent oui. Tout comme c'est un cadeau d'avoir des amis précieux dans sa vie, d'avoir des gens qui acceptent de nous donner du temps. C'est la même chose en fait. Et du coup finalement ça leur remet face à ça et ça change quand même pas mal de choses. Parce que leur voyage par la suite, ils feront plus les mêmes choix déjà dans les activités qu'ils feront par exemple. Parce qu'ils auront eu conscience qu'il y a ce besoin de préservation. Parce qu'ils ont vécu ce moment-là, ça touche au plus profond de soi. On partage énormément d'émotions, particulièrement avec les grands cétacés. Vivre un moment comme ça touche au plus profond de soi. Je suis convaincue de ce pouvoir transformateur-là, s'il y a un accompagnement, bien sûr, de la part des professionnels qui sensibilisent le public. Dans ce milieu-là, alors que moi je connais que très peu, tu es éminemment plus experte que moi là-dessus. Les meilleurs, c'est les animaux. C'est vrai. Mais d'un point de vue un petit peu en retrait de tout ça et de quand j'entends ce qui se passe, moi ce qui me révolte, c'est d'entendre cette sanction
quand les choses ne sont pas parfaites, quand par exemple on n'est pas à 100% sur tout ce qu'on peut faire dans le recyclage, etc., que voilà, on n'a pas le bon mode de transport, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas... et qu'on pointe tous ces faiblesses-là et que après on est stigmatisé comme en fait toi tu t'en fiches de l'environnement. Et je trouve ça dur parce que je sais pas par quel bout on commence en fait. C'est que comme à quel... C'est parfait pour qui? Ce sera déjà pas la même perfection pour totalement. Tout le monde. Moi je suis la première à avoir conscience qu'il y en a plein qui me diraient ouais mais si tu dis que tu protèges les animaux, pourquoi tu vas faire du whale watching? C'est ça. C'est la même chose. Et donc comment on gère ce paradoxe-là? Comment on essaye d'avoir un esprit qui reste mesuré avec les moyens qu'on a? Comment ça se passe tout ça? Il y a des moments où on doute parce que parfois forcément on se retrouve dans des situations compliquées. C'est un métier et une activité qui est en plein essor. On se retrouve avec souvent trop de bateaux qui font ça parce que c'est très rarement régulé le nombre de bateaux sur les animaux. Okay. Il y a un nombre, on a par exemple à La Réunion on n'a pas le droit d'être plus de 5 bateaux autour d'une baleine par exemple. Okay. Sauf que c'est bien beau, mais dans les faits, il y a un temps sur chaque zone. Il suffit qu'un bateau, par exemple, de location, ce qui est souvent le cas, arrive parce qu'ils sont moins informés, ça fait 6. Du coup, tout le monde est dans l'illégalité. Du coup, qui était là avant? Oui, qui doit partir? Voilà, c'est ça. Donc tout ça, c'est une organisation qui est faite aussi à la radio, mais ça, c'est implicite, c'est caché parce que finalement, c'est pas dans la loi, il n'y a pas dit qu'il faut prendre la radio pour parler, mais on est obligé de s'organiser. Donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place pour justement que ça se passe bien. Mais cette activité, elle est là. Donc c'est soit en fait, il y a deux solutions, c'est très très simple. C'est comme tout, soit on est radical, effectivement, on l'interdit totalement. Donc ok. Donc les conséquences de si on l'interdit totalement, c'est déjà qu'il y a beaucoup de choses qui nous seront cachées. C'est-à-dire que je sais pas si tu es au courant, mais les baleines à bosse, par exemple, elles ont été sauvées à la base par toutes les manifestations de Greenpeace au moment-là. Mais à la toute base, c'est parce qu'il y a un Roger Payne, qui est un chercheur, qui avait mis sur vinyle des chants de baleines qu'ils étaient enregistrés souvent dans les sous-marins. Au début, il ne savait pas ce que c'était, les chants dans les sous-marins. Il s'est rendu compte que c'était des chants de baleines à bosse. Et ça a été un vinyle, je crois que c'était le premier vinyle qui a fait plus de 500 000 ventes. Enfin, incroyable, ok. C'était vraiment une grosse vente. Les humains ont été touchés par la beauté de ce chant qui provenait des baleines à bosse. Et c'est là qu'on a commencé à se battre pour arrêter de les tuer. Oh, c'est beau, c'est poétique de fou, non, mais c'est vraiment, c'est pour ça que la baleine à bosse, c'est assez dingue son histoire. Parce que là maintenant, on commence à en avoir beaucoup, et ce qui est complètement fou, c'est que là j'entends des gens commencer à dire ouais mais là ils commencent, surtout en Norvège, mais en avoir trop, faudrait peut-être qu'on les régule. Non, encore une fois, on cherche encore à contrôler. Tout ça pour dire que si on arrête tout, ok, très bien. Sauf que si on arrête tout, on va encore de nouveau ignorer ce pan-là, et peut-être pas, mais on peut pas savoir, mais peut-être qu'en tout cas on les protégera moins ou plus assez, ou qu'on va repartir sur de la chasse et que ça se verra plus, parce qu'on ne parlera plus de ce sujet-là. C'est toujours un peu pareil. Tout à fait. Il faut un juste milieu. L'humain, le juste milieu, c'est compliqué. La nuance, notamment en France. C'est ça. On a aussi cet esprit... C'est ça. À La Réunion, par exemple, quand on dit « mais pourquoi vous ne limitez pas le nombre de bateaux ?» Ok, mais dans ce cas, comment on fait? Parce qu'il y a une liberté d'entreprendre, qui est un droit constitutionnel. Tout à fait. Comment on fait? Il faut que le droit animal il passe au-dessus d'un droit constitutionnel, par exemple. Oui. Et c'est OK, hein. Oui. À un moment, je pense que notre place d'humain, il faut quand même se souvenir que c'est nous qui avons fait du mal à la planète, même si on n'avait sans doute pas à la base l'intention de le faire, je l'espère, mais en tout cas c'est le cas. C'est nous c'est à notre tour, en fait, à un moment de calmer le jeu. Carrément. Et de faire attention à ce qu'on fait. Donc si l'humain n'est pas capable de le faire, il faut passer par la réglementation, il faut passer par la loi, vu qu'on n'arrive pas à s'autoréguler. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui doit complètement disparaître, ce métier-là, par exemple, parce que ça sensibilise tellement de gens, beaucoup plus des scientifiques eux-mêmes avec qui j'échange, notamment un qui est un de mes meilleurs amis, Adrien Fajot, qui travaillait sur Globis à la Réunion, qui a maintenant quitté la Réunion pour d'autres aventures. On a énormément discuté ça, et lui-même me disait, j'espère qu'il ne m'en pas de le citer, mais je sais qu'il ne m'en pas. Il disait lui-même, même nous les scientifiques finalement c'est un petit peu hypocrite aussi, parce que pourquoi on serait les seuls à avoir le droit d'aller faire des recherches et de se mettre à l'eau avec eux? C'est pareil. C'est une réflexion. Pourquoi on aurait... Et puis alors dans ce cas, si on veut vraiment les respecter, il ne faut pas y aller. Carrément. Et encore une fois, oui, mais si on ne les connaît pas, on ne va pas les protéger, parce qu'on va pas... Mieux on comprend quelque chose, plus on a envie de protéger. Tout se crée dans la nuance et dans le curseur. Surtout des animaux qui sont si proches de nous en termes d'émotion et de socialité et de vie, de choses comme ça. Donc, ok, donc si on arrête, c'est pas la solution non plus. Donc c'est pour dire que même les scientifiques se rendent compte aussi eux-mêmes, s'ils sont vraiment honnêtes quand même avec eux, que
Ça existe, c'est là, et que de les connaître et d'apprendre à les connaître comme ça et de vivre tous ces moments avec eux, ça donne beaucoup plus quand même envie de les protéger. Bien sûr. Et ça fait vraiment réfléchir les gens quand on a vécu ça. Donc c'est pour ça que la science participative, pour moi, c'est l'avenir. C'est une collaboration entre nous, professionnels, qui sommes tous les jours sur l'eau, scientifiques qui sont là, et le public qui contribue à ça. Donc j'arrive à trouver la solution en faisant des actions aussi pour tous les jours en fait, pour essayer de faire comprendre aux gens comment je vois les choses, en tout cas moi, comment je pense qu'il faut les protéger. Et c'est pas que moi, hein, c'est tous les scientifiques aussi qui le disent. Tout ça, je le sors pas de nulle part. C'est des études qui ont été faites sur le whale watching, sur les bonnes distances d'approche, sur les bons comportements. Et tous les jours, essayer de voir justement comment améliorer ça. Comment de plus en plus être dans le respect, leur laisser vraiment le choix, ne rien imposer. Et pourtant, des fois vivre des moments magiques et des fois non. C'est pas grave. Mais ça fait partie du jeu. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment une activité, pour ça, même pas que le whale watching, hein, tout ce qui est observation d'animaux dans leur milieu naturel, où on n'a rien qui est garanti. Donc on doit gérer sa frustration. Oui. Mais ça, c'est très difficile pour beaucoup de monde. On a beaucoup de photographes et des choses comme ça. On a beaucoup d'ego aussi dans cette activité. La course à la meilleure photo et tout, sauf que quand on court après la meilleure photo, on chasse un animal en fait. Oui. Donc c'est pareil. Et tout ça, on travaille sur tout ça, sur tous ces pans-là. Et sur la patience, ne pas avoir tout de suite. C'est ni plus ni moins que juste comment fonctionne la nature. Des qualités humaines. Et qu'on devrait appliquer dans nos vies tous les jours. Dans nos sociétés, oui. Et c'est en ça que c'est un parallèle qui est assez fou. Donc j'arrive à le faire parce que j'essaye d'œuvrer à ça, de pas simplement faire du spectaculaire, mais vraiment d'avoir une compréhension derrière, un message derrière, une transformation de la façon peut-être de penser. C'est une vraie philosophie de vie en fait. Oui, complètement. Et qui est tout le temps en mouvement. J'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. On sera jamais dans la tête des animaux. Donc du coup, on ne saura pas. On ne saura vraiment jamais totalement. Je l'espère pas parce que sinon il y aurait plus de mystère et ce serait pas drôle. Mais c'est toutes ces choses-là qui font qu'on y arrive encore. Et puis de voir ces personnes justement là qui repartent et qui ça a vraiment changé quelque chose. Oui, tu vois dans les yeux. Comme toi, je pense. Avec je sais pas, quand tu t'accompagnes des personnes. Ça met des claques et en fait dans les yeux, il y a un truc de waouh, ok, là j'ai d'autres clés et j'ai envie de m'en saisir et d'avancer autrement. Là, c'est un peu pareil. C'est waouh, révélation. Soit un moment de dingue qui se souviendront toute leur vie, mais en même temps dans le respect. Et c'est important pour de plus en plus de monde. Hein. Ok, je suis ok pour le vivre, mais par contre, pas aux dépens des animaux et de leur bien-être. Et c'est génial. Mais c'est tellement transformateur et tellement puissant. Et puis c'est une onde de choc parce que ces personnes-là qui ont vécu quelque chose rentrent à la maison avec leurs proches et expliquent ce qu'elles ont vécu. Et donc ces personnes-là ont aussi peut-être c'est plus proche d'eux, parce que souvent on s'occupe des sujets qui sont proches de nous. Souvent on disait bon voilà les ours polaires c'est la galère pour eux. Mais en fait, c'est tellement loin, personne n'en a vraiment jamais vu, part dans les eaux. Et bon, c'est pas le meilleur endroit pour les voir. Voilà. En fait, c'est difficile de se dire, je vais arrêter de laisser ma lumière allumée parce que ça va tuer les ours polaires. En fait, c'est tellement loin de moi que j'ai du mal à capter. Mais dès que ça se rapproche de nous et que, il y a quelqu'un qui, notre maman, notre sœur, qui a vécu un truc, qui nous le transmet, en fait, là, il y a toute une passation affective, en fait, de l'expérience. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, c'est ancré en soi, quoi. Et d'où l'intérêt de ne pas casser ça. Oui. Parce que même si c'est un petit élan, que c'est sur une chose, c'est déjà une chose. En plus, en général, les personnes qui disent ça, c'est parce que c'est quand même souvent de la culpabilité, parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils en font pas assez, ou qu'ils considèrent qu'ils en font pas assez peut-être aussi. Par exemple, ça fait maintenant combien de temps, 8-9 ans que je suis végétarienne, et c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose où j'ai pas du tout eu à lutter ou à dire il faut que je le fasse, c'est venu hyper naturellement. Et du coup, quand les gens m'agressent un peu là-dessus, parce que des fois on n'a rien demandé, on n'embête personne, et puis les gens se sentent agressés juste par le fait qu'ils soient végétariens. Mais ça les ramène à eux. Voilà. Et j'ai aucun mal à ne pas réagir parce que justement c'est quelque chose qui a été naturel, que c'est complètement ok pour moi si les autres le sont pas. T'es ancré. Voilà. C'est ça. T'es pas en train de prouver. Oui, c'est ancré dans tes choix. Et quand on est ancré, ce qui est chouette, c'est que ça nous laisse quand même la possibilité de réfléchir et de remettre en question. Oui. Alors que quand on n'est pas ancré, la remise en question balayerait tellement tout que souvent on se ferme à ça. Donc c'est de chercher où sont nos points d'ancrage et ensuite de pouvoir ouvrir son ouverture d'esprit et le débat et la discussion. Et ça peut du coup devenir un des points d'ancrage pour pas mal
mal de personnes. Enfin, c'est marrant comme au départ, on se bloque sur un métier, mais qu'en fait, quand on a envie, par exemple, je sais pas, généralement, juste d'aider les gens, moi je le fais un peu, tu le fais un peu, enfin, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est chacun peut faire un peu ça à son échelle sans forcément qu'on se dise à la base que c'était le métier-là qui nous le ferait faire. Moi, on m'a reproché toute ma vie, enfin, pas reproché, mais en tout cas, on me l'a souligné toute ma vie, mais tu crois que tu vas changer le monde, on n'est pas chez les bisounours. Ouais, bah, ça... Et j'ai toujours répondu, moi, je veux changer mon monde. Mais celui qui est limitrophe à moi, celui que je peux toucher, et en fait, celui que je peux toucher, si après, il peut inspirer d'autres, et ainsi de suite, et qu'on aille vers la bienveillance, l'acceptation, la mise en action, et aussi la tolérance, parce que j'adore revenir sur ce terme, parce que tolérant, tout le monde qui dit non, c'est pas de jugement, je suis tolérant. Ah si, c'est juger l'autre dans l'erreur, mais accepter qu'il puisse vivre ainsi. Tout est dit là-dedans. On a le droit d'avoir notre avis, nos opinions, on a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est pas que dans tout le monde entier, tout le monde réagisse comme ça et soit comme ça. Moi, je me dis, bon bah voilà, j'aimerais accompagner les gens sur leur chemin. Si eux, par cette nouvelle perception de la vie, peuvent inspirer les personnes qui sont autour d'eux, en fait, on va constituer un monde plus responsable et sain. C'est ça, ouais. Et genre, non, mais c'est vrai, c'est vraiment... Moi, c'est comme ça que je le perçois. Non, mais c'est marrant, parce que du coup, en fait, ça fait surtout plaisir d'être avec quelqu'un qui comprend ça, parce que moi, il y a plein de fois, on me dit, non, mais tu t'enflammes. Je dis, non, ça a vraiment un pouvoir de dingue. Mais oui. Parce que je pense qu'en fait, n'importe qui, tant qu'il est passionné et qu'il a envie de transmettre ça, en fait, il pourrait nous vendre, je sais pas, un truc qui est complètement basique, des baguettes de pain. Ouais, carrément. Mais par contre, il serait tellement à fond dans sa baguette de pain que... Et sa baguette de pain, elle changerait le monde aussi, à son monde aussi. Exactement. En fait, tout dépend après de l'intention que tu y mets derrière. Quand l'intention est vertueuse, on peut le faire sans sentiment d'imposture ou de culpabilité. Ça dure toute la vie et parce que les choses changent aussi autour de nous, donc on doit se réadapter et ainsi de suite. Enfin, c'est tout un monde. Quand on a compris que ça ne sert à rien de se dire « mais quand j'aurai ça », et que j'aurais fait ça, là, c'est bon. C'est vrai. Alors oui, il faut se mettre des limites parce que toujours Bien plus, sûr. C'est pas bon non plus. C'est juste... C'est exactement ça. Et donc, quand on parlait de la vague, on parlait du surf. Enfin, moi, j'adore faire cette métaphore avec le surf parce que si on essaye de surfer et qu'on essaie de contrôler l'océan, et en fait, on tombe parce qu'on n'a pas d'équilibre. Alors que quand on reste, en fait, on est flexible à l'océan, donc on reste avec un équilibre à l'intérieur, mais tout en s'adaptant avec les irrégularités, et c'est là où on peut surfer vraiment. Si on essaie de contrôler le... Ah non, mais c'est très facile là. Bien sûr, c'est balèze de dingue. Mais en fait, le tout, c'est de se le rappeler pour essayer de l'intégrer et de se dire, voilà, je suis le surfeur, voici la situation qui me pose problème, c'est l'océan. Où est-ce que j'ai quelque chose dans les mains où je vais pouvoir actionner quelque chose qui me concerne que moi? Qu'est-ce qui n'est pas dans mes mains et que je ne pourrais rien faire contre? Et comment faire en sorte de trouver son chemin? Bah oui, puis pas se dire... Ça ira bien, ou quand j'aurai trouvé vraiment... Parce que moi, pendant longtemps, je disais ça, quand j'aurai vraiment trouvé l'équilibre, ça va tout dérouler. Non, en fait, les difficultés, elles sont toujours là. C'est juste que, déjà, on n'est pas armé pour les vivre pareil. Et en fait, on les vit pas pareil. Croire qu'il n'y en aura pas, et croire que non, mais après, on va être tout flex. Non. Il y en aura toujours de la résistance. Je veux dire, c'est un exemple concret, parce que là, on parle de concepts généraux, mais à chaque fois, moi, par exemple, que je dois refaire une valise, il y a des fois... Des fois, j'en ai vraiment marre de vivre dans des valises. Ouais, c'est sûr. Et il y a des fois, ça me met une angoisse. Et après, de plus en plus, maintenant, je me dis, ouais, mais c'est OK. Parce que tu sais que tu vas avoir ce repère-là. Donc en fait, il faut juste trouver, comme tu le disais, ces ancrages. C'est une illustration de comment trouver son ancrage. Parce que moi, quand on me dit, trouve ton ancrage, je dis, ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Là, je vais jeter l'encre de mon bateau. C'est concret. Mais voilà, c'est juste trouver ces trucs concrets à soi. Et après, du coup, quand il y a des difficultés, elles seront toujours là. Il y aura toujours des résistances. Mais c'est juste, ça va durer moins longtemps. Ça va plus glisser. Et puis, ce sera pas aussi que du négatif avant. Je veux dire, je pense qu'on, surtout les Français, non, mais là, de toute façon, il y a ça. Et puis après, il y a ça. Et puis, du coup, on attire. C'est cool. On attire le négatif et on est là, bah ouais, mais de toute façon, on ancre le fait qu'on va, de toute façon, ça va être encore pire. Okay. C'est vrai que on sait qu'il faut arrêter de faire ça, arrêter de se dire ça. Mais c'est surtout, il faut se rendre compte qu'en fait, quand on le fait, ça marche vraiment. Carrément. Quand vraiment on dit, non, mais je choisis. Alors, je suis passée pour une grosse yogi. On y va. Quand je choisis la joie, entre guillemets, non mais vraiment, quand je choisis vraiment le truc qui me
ok, ça va être dur, mais ça me met en joie de le faire, ça change absolument tout. Ouais. Je sais que c'est peut-être des discussions de, entre guillemets, de gens qui peuvent se permettre que quand on est face à un désarroi total et à une situation vraiment précaire, c'est compliqué. Mais je pense que c'est applicable vraiment à toutes les échelles, des petites joies comme des grandes joies, hein, c'est vraiment des trucs tout simples. Mais vraiment se dire, non, ok, là je suis en train de nouveau pas choisir ce qu'il faut. Et c'est ce qui m'aiguille pas mal, moi je sais dans mes choix maintenant, c'est vraiment se dire, ok, qu'est-ce qui finalement m'apporte de la joie, du plaisir et surtout va me permettre d'aller dans cette voie de pouvoir changer, comme tu le dis, changer mon monde autour pour qu'il ressemble à quelque chose de plus éthique, à quelque chose de plus en accord, de plus en harmonie en fait. Moi, dans mon métier pur, si un guide est dans l'eau avec des animaux, avec les gens derrière lui, qu'il n'est pas un minimum connecté à ce qui se passe en face de lui, il va passer à côté de plein de choses qui potentiellement seront un danger par la suite, ça reste des animaux sauvages. Donc c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes d'être un minimum connecté avec ça, et c'est la même chose. Tout à fait. À soi ou à tout le reste. D'ailleurs, petit message, par rapport à l'ancrage, donc il existe plein de types d'ancrage selon les situations. N'hésitez jamais à vous faire accompagner sur la partie-là, donc par soit des professionnels, soit même des personnes que vous admirez, que vous jugez saines, équilibrées, elles-mêmes ancrées, et d'aller voir quelles sont leur ancrage, et ça peut être très inspirant et nous donner aussi cette envie de soi-même découvrir, aller à la rencontre de ce qui nous ancre. Quand on va faire des expéditions, quand on rencontre des professionnels donc voilà, de la nature ou même tout autre, hein, eux ont des ancrages, et soyez curieux en fait à aller chercher quels sont les leurs. Ça vous aidera aussi à ouvrir votre esprit pour pouvoir continuer à apprendre et ne pas rester sur ce qu'on pense savoir, plutôt que continuer à cultiver cette curiosité et se remettre en question. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Et toi, on t'a déjà demandé c'était lesquels les tiens dans un podcast ou... On m'a pas demandé mon ancrage le plus stable, ça va être dans le respect vraiment de la tolérance, mais c'est quelque chose qui est très très prononcé chez moi parce que je suis une grande curieuse, j'aime aller voir ce qui est différent de moi et d'essayer de comprendre la vérité de l'autre. Qu'est-ce qui, en fait, a créé le chemin vers cette vérité qui, à un moment, est l'ancrage de l'autre, et de me dire, ça vaut pas plus ou moins que ce que moi je pense. Même si c'est complètement contradictoire. J'ai assisté quand je faisais mon premier stage de 3e, à un procès d'assises, où c'était un papa qui avait donc des comportements déviants avec sa fille, donc de ses 6 à 12 ans, dans des circonstances terribles, tous les soirs, devant la télé. Franchement, le tableau est horrible. 2 jours de procès, 2 jours de compréhension de tout ce qui a amené à cette situation absolument inaudible. À la fin, c'est pas des excuses, c'est pas quelque chose où on a acquitté, on comprend. C'est pas ça. Il y a une forme de responsabilité où à un moment, on a fait des choses hors la loi, on va les payer, et c'est comme ça que le monde est fait, c'est comme ça qu'on a été puni par nos parents dans d'autres sphères. Mais en fait, à la fin, c'est plus un monstre, c'est un être humain qui a enchaîné des décisions, qui a enchaîné des circonstances, qui ont créé ça. Et c'est pas de la tendresse que j'ai envers lui, c'est simplement de se dire, mais qui suis-je? Parce que, en fait, moi, à sa place, je sais pas du tout ce que j'aurais pu faire. Il n'a pas eu accès aux mêmes choses, aux mêmes discussions, etc. Donc, un de mes plus grands ancrages, c'est de partir toujours du principe que je ne sais pas et que la différence chez l'autre vient de tout un chemin, et qu'avant de donner mon avis sur ce que l'autre pense, c'est d'abord aller chercher pourquoi il pense ça. Et ça, c'est ce qui me structure dans tout. Toutes les activités sont faites comme ça, que ce soit professionnel, loisirs, toutes les interactions, les films, les autres. Un film que j'aime pas, par exemple, c'est de se dire, mais d'abord, comment il a été conçu avant que je donne juste mon avis bête, dire non, c'était pas bien. En fait, non, parce que parfois, quand on découvre l'histoire, on se dit « Ah, mais en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, je comprends mieux le style que vous allez mettre. Donc, en fait, sous cet angle-là, pourquoi pas? J'aime bien. » D'accord, ok. Voilà. C'est sur ça qu'il y a toujours un intérêt à creuser de pourquoi quelqu'un aime quelque chose, même si... oui. Même si... mais c'est marrant parce que quand tu parlais, ça me rappelle justement vraiment par rapport aux animaux, c'est pareil, tu vois, des fois, il y a plein de gens qui se permettent de dire des trucs, mais sauf qu'en fait, on ne saura jamais absolument ce qu'ils pensent et si ce qu'on fait. Donc, en fait, c'est juste se rapprocher c'est ça. d'entre guillemets, de leur vérité à eux. Exactement.
Exactement. On parle de leur code, donc on essaye de les approcher avec ce qu'on constate qui les embête, parce qu'en éthologie, il y a quand même quelques points. On sait que ça va être une réaction, par exemple les claquements de dents des dauphins comme ça. Ou alors quand ils tapent de la queue à la surface, ça peut vouloir dire je suis énervé, quelque chose ne va pas, une émotion négative, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on sait. Alors attention, peut-être que dans 10 ans, ce sera autrement. On découvrira autrement, oui. Donc pour l'instant, c'est ce qui se rapproche le plus, on pense, de leur vérité. Ça se sait d'où? Ça se sait des delphinariums. Donc petit problème parce que là, c'est des comportements qui sont souvent atypiques, donc qui n'arrivent qu'en delphinarium. Par exemple, ils ont des doudous en delphinarium, c'est parce qu'ils sont en dépression souvent, donc ils trimballent hors spectacle des choses dans leur bouche, des choses comme ça. Ou il y a des sons par exemple qui sont faits en delphinarium qui ne sont pas faits en milieu naturel. Donc nous, on va adapter notre comportement, venir calmement, sans jamais faire de bruit, rester structuré. Ça, c'est de la logique du vivant. Ça, c'est tout bête. Oui, carrément. C'est primitif, là. Bah oui, t'as 10 personnes qui sont là autour de toi, qui t'encerclent, t'es pas bien. Ils sont tous assis comme ça en train de te regarder, tu te dis bon, je vais parler, ça va, c'est ok, je vais y aller. Carrément. Les animaux, c'est exactement la même chose. Une biche dans la forêt, tu fais ton footing, tu vas pas faire une biche en criant comme une dingue pour la voir, forcément, tu vas rester plutôt caché comme ça. On rigole, hein. Et pourtant, dans l'eau, la première réaction de quelqu'un quand il voit un animal, c'est de foncer vers lui. Ah oui. C'est un peu frontal, un petit peu frontal. C'est de foncer, d'essayer de le rattraper alors qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc tu vois, c'est toutes des choses comme ça où finalement on essaye de se rapprocher de leur vérité en ajustant notre comportement. Et nous, on va dire, on sait qu'on y arrive quand ils nous offrent un instant, ils viennent très près, ils restent, ils dorment. Ça, c'est magique. On peut passer 45 minutes, 1 heure à côté d'une baleine qui dort complètement avec l'œil fermé, avec son bébé. Et il n'y a pas un seul mouvement, elle est juste en surface et tu repars, elle n'a pas bougé. Donc 45 minutes, ça c'est dans le truc optimal. La plupart du temps, déjà 15, c'est déjà énorme. Ça, on va pas faire l'aparté, mais pour dire, par exemple, pour chiffrer, souvent, dans mes briefings, à la fin, je conclus par dire aux gens qu'on part, donc on ne sait pas ce qui va se passer, et qu'il y a 4 types de joueurs dans cette activité. Qu'il y a le premier, c'est les méga losers. Donc là, on voit rien du tout. C'est la dèche, le néant. C'est pas un animal, rien. Mais bon, on aura fait une balade en mer, on aura appris des choses et tout. La deuxième catégorie de joueurs, c'est la moitié des gains. C'est par exemple... prenons à La Réunion, même en Norvège, mais on voit un aileron, on voit un souffle. Mais bon, voilà, on voit quelques animaux en surface, mais en tout cas, on voit rien dans l'eau. Voilà. Après, il y a le troisième type de joueur, c'est le jackpot classique. Donc la moitié des gains, ça arrive souvent. Jackpot classique, ça arrive quand même aussi assez régulièrement. Rien du tout, c'est très rare. Donc jackpot classique, ça va être, je vois des animaux pendant une seconde, même 2-3 secondes à 1 minute. Ça, c'est classique, 1 minute max. À peu près 10 à 15 mètres de nous, sur une mise à l'eau, voire 2, mais bon, à la limite, 1. Et après, il y a le super méga jackpot. Et là, on passe de 1 minute à potentiellement 3 heures en Norvège avec les animaux, par exemple. Ou alors à moins de 10 mètres de toi. Ça, c'est du méga jackpot, c'est du rare. Mais dans mon critère, là, la plupart du temps, c'est de 3 secondes à 1 minute. C'est rien. Mais qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on met en avant ? Souvent le plus exceptionnel. Sauf que ça, c'est pas le quotidien de tout ça, quoi. C'est vraiment plus les autres catégories, on va dire. Tu vois, ça nous apprend aussi c'est le même lien. On se rapproche de leur vérité tout doucement en faisant ça parce que c'est comme nous les humains. Enfin, on n'est jamais dans des interactions totalement exceptionnelles tous les jours. Tu vois, c'est pareil. Pour moi, le whale watching est une métaphore de la vie si tu l'apportes bien, tu vois. D'ailleurs, dans cette métaphore de la vie et de toute ton expérience jusqu'à présent, si tu voulais que les gens retiennent une chose vis-à-vis de l'environnement, de ces animaux en particulier, mais vraiment de l'environnement en général, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent ? Déjà, d'arrêter de se sentir supérieur aux animaux et d'essayer d'avoir le contrôle principalement sur eux. Parce que je pense que, en parlant de métaphore de la vie, on n'a pas le contrôle sur beaucoup de choses, en fait. Et on ne supporte pas le contrôle qu'on a sur nous. C'est ça, et c'est OK. Mais vraiment, avec les animaux, je pense vraiment le mieux, c'est ça. Je ne demande pas qu'on arrête d'aller les voir, mais juste de le faire vraiment dans le respect, de les laisser venir à eux, de faire ce qu'on voudrait qu'on fasse, en fait. Vraiment, c'est vraiment juste se mettre à leur place, en fait. Et puis, arrêter d'essayer de toucher, de contrôler, d'avoir le même respect pour eux, en fait. Ouais, c'est ça. Que l'on espère. Le même respect, même plus loin que ça, qu'ils ont pour la personne qui respectent le plus dans le monde, quoi. Je sais pas si c'est leur mère, leur femme, j'en sais rien, leurs enfants, j'en sais rien. La prunelle de leurs yeux. Voilà, vraiment d'avoir le même respect parce que c'est pareil pour moi. Vraiment, quand on considérera la nature, les animaux de cette manière-là, au même titre qu'on traite un humain, je pense qu'on se sera différent et que vraiment il y a une harmonie qui se créera et un bénéfice mutuel en fait. Je dis pas qu'on arrête
Voilà, on peut pas non plus être parfait, mais vraiment avec le même respect. De chercher du gagnant-gagnant, donnant-donnant, dans ça, en étant à l'initiative de ça, quoi. Mais oui, il y a des animaux justement qui n'ont pas du tout les comportements qu'on attendrait, qui vont vers les humains. Enfin, il y a vraiment des choses avec les humains. Il y a un dauphin, par exemple, il est très régulièrement près des pontons et il met vraiment la tête comme ça, enfin, genre pour qu'on le touche, parce que c'est vrai que les cétacés, ils se frottent beaucoup, ils fonctionnent beaucoup par le contact, ils ont la peau qui est très sensible et il y a beaucoup de choses qui passent par le contact. Donc en vrai, attention, je vais nuancer après, hein. En vrai, ils seraient très contents qu'on les caresse, s'ils ont envie qu'on les caresse à la base, ils demandent parfois. Sauf que bon, il y a plein de raisons qui font que c'est pas du tout une bonne idée. Que ce soit pour les bactéries qu'on transmet, parce qu'on n'en vit pas avec les mêmes sur la peau, ils peuvent nous en donner, on peut leur en donner, ils contaminent ensuite tout le banc. Ça reste des animaux sauvages, c'est une barrière qu'il faut absolument pas passer. Sans parler que chez eux, ça veut pas dire forcément les mêmes choses. On sait pas trop dans leur langage ce que ça veut dire, mais que si après ils ont décidé de venir jouer avec vous ou quoi, que vous êtes dans l'eau, on est quand même sur des dauphins, ils sont quand même forcément beaucoup plus lourds que les humains. Ils font jusqu'à 500 kg. S'ils vont venir jouer avec vous, c'est pas pareil. Il peut y avoir un risque. Il ne faut pas caresser ces animaux, mais par contre, il y a beaucoup de contacts qui passent par la peau. Donc il y a plein de choses comme ça qu'ils auraient envie et qui, je pense, sont parfois, c'est plutôt positif qu'il y ait des humains. Maintenant, c'est sûr que la plupart du temps, si il y a trop de monde, s'il y a trop de pression sur eux, on voit vraiment des réactions d'évitement, on voit qu'ils en ont marre, on voit des comportements changer. Et il y a le banc de dauphins, par exemple, des longs-becs, des Stenella longirostris, qui vraiment changent complètement de façon de faire. Avant, ils étaient tous ensemble. Maintenant, dès qu'il y a des humains, ils commencent à séparer le groupe. Ça s'appelle du milling. Ça permet de disperser la charge et la pression en fait, sur le groupe. Ils séparent les mamans et les bébés d'un côté. Ils sont dans des endroits... avant, ils étaient tout le temps sur la même zone. Et souvent, on dit, les gens disent, un des arguments qui est très souvent amené, c'est ouais, mais s'ils n'étaient pas bien et qu'ils n'étaient pas contents, ils partiraient. Ça ressemble un peu à des trucs avec des violences. Oui, par exemple. Oui, non, mais parce que c'est très lié. Ah oui. Ça ressemble un peu à ça. Et en fait, donc non, en fait non. C'est-à-dire que s'ils sont là, c'est parce que cet endroit-là, ce biotope-là est vraiment idéal pour eux. Il y a la bonne profondeur, il y a assez à manger, de quoi éduquer leur bébé, parce qu'il y a une grosse transmission dans ces espèces. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont choisi d'être là. Nous, les humains, on arrive, on met des bateaux tous les jours, des gens mis à l'eau. Franchement, des fois, on le voit qu'ils en ont marre. Et c'est hyper dur, parce que du coup, on sait que c'est la seule possibilité, par exemple, de mise à l'eau qu'il y a. Et il faut savoir dire non, j'y vais pas. Bah, les autres, ils vont avoir vu des dauphins, mais pas le bateau sur lequel on est nous. Et ça, là c'est très dur. Et là, il faut arriver la frustration, toujours cette fameuse frustration à gérer. Puis toi, à dire, je me positionne, je choisis que non, parce que moi, ce ne sera pas en accord avec ce que je fais. Je ne dis pas que j'ai toujours été parfaite, loin de là. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer, que j'essaye d'inculquer aux guides que je forme. Parce que justement, on essaye de faire vraiment un vrai métier avec une vraie formation derrière ça, pour que les guides aient des bagages. Et surtout, le plus gros bagage, certes, il y a un bagage de connaissances théoriques sur les animaux et tout, mais le plus gros bagage, il est là. Le message qu'on fait passer, et le message qu'on fait passer dans les choix qu'on fait. Parce que si à un moment on a expliqué aux gens dès le départ que avec nous c'était le respect en priorité, mais qu'on leur a appris à déceler des signes de dérangement par exemple, de la queue. En fait, là je donne des exemples concrets, mais on peut considérer un dérangement d'un cétacé ou d'autres animaux, mais chez les cétacés, les scientifiques disent un dérangement c'est quand le comportement va changer. Genre ils vont vers là, ils font ça, ils sont souvent en surface, d'un coup ils restent hyper longtemps en apnée, ils sont tous ensemble, ils se séparent. Tout ça c'est des changements de comportement qui font que ça potentiellement on les embête. Et des fois c'est radical, tu essaies de les approcher une fois, ils se barrent, 2 fois, je pense que c'est bon, on a compris qu'on les embête. Sauf que derrière il faut savoir lier ce discours qu'on a eu avec ces gens, qu'on leur a expliqué tout ça, à là on est dans une situation où il y a trop de monde, où là effectivement on voit qu'on les embête. C'est pourtant la seule espèce trouvée, ce qui veut dire qu'on ne verra pas de dauphins dans l'eau aujourd'hui ou de baleines ou machin, c'est pas grave. Parce que si on reste dans notre éthique, on le fait pas. Et ça, c'est vraiment là qu'il y a un besoin et que c'est très dur. Et c'est en ça, pour revenir tu vois, à ta question tout à l'heure, quand tu me demandais comment j'y arrive, comme ça. En devant des fois être assez radical. Ou quand je reviens de certaines fois où j'ai pas réussi à l'être, dire... Je pense pas que ce soit radical, ça soit ferme. Et à un moment, ça... La plupart des gens le comprennent, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses qu'on apporte en connaissances théoriques, et, même sur le bateau, même si on ne voit pas d'animaux. Mais ce n'est pas toujours facile, et ce que je peux comprendre. Vous êtes formé à gérer la frustration de vos patients? Absolument pas, il n'y a aucune formation, il n'y a rien. On est juste moniteur de plongée à la base à La Réunion, et on fait ça. Et encore, dans la plupart des pays, souvent c'est des marines biologistes qui font ça, mais pareil, il n'y a pas de pédagogie, de formation de terrain. Et c'est là que justement... On est plusieurs à avoir créé quelques formations à La Réunion. Moi, je trouve que ce serait vraiment hyper intéressant qu'on collabore en fait tous ensemble pour créer vraiment ce nouveau métier. Et c'est en cours, et que ça puisse potentiellement, je rêve, mais s'étendre dans le monde entier.
en s'adaptant à chaque spécificité locale, mais il y a des choses qui sont inhérentes. Les bases du vivant que je t'ai expliqué tout à l'heure, les réactions qu'ont certains animaux, ça ne changera pas. Les distances d'approche, ça je pense qu'on peut tous s'accorder dans le monde entier. Ce qui permettrait, déjà d'en faire un métier, où par exemple moi je pourrais aller à tel endroit faire avec un cadre, les gens pourraient venir dans un cadre spécifique avec potentiellement peut-être un label éthique où on ne serait pas à la course à la plus belle photo et à la plus belle vidéo, au contraire. Une activité qui serait régulée, il y a des pays où par exemple il y a une centrale de réservation, quelques prestataires et du coup la centrale de réservation dispatche, donc il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de course au prix, du coup il n'y a pas de plus de profit pour quelqu'un que pour l'autre. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est vraiment vers, j'en suis convaincue, d'aller vers quelque chose où ça nous permettra d'être plus viable et durable. Oui, et puis de plus en accord avec le fait que c'est du donnant-donnant et qu'on n'est pas dans le toujours plus. Sinon c'est de l'exploitation animale, voire de la maltraitance animale. Et il y a des lois, heureusement, depuis quelques années qui sont votées dans ce sens, quoi. C'est récent. Est-ce que tu es optimiste par rapport à la suite? Sur ce, ou des fois, c'est difficile. Des fois oui, des fois non. C'est vrai que des fois je vois des trucs, non mais c'est vrai, là ça fait longtemps que j'ai pas eu à voir ça, mais des fois je vois des situations où franchement ça rend assez pessimiste et je te dis, j'ai failli des fois baisser les bras ou abandonner ce métier parce que je me disais mais je peux pas continuer parce que je contribue à ça, je suis là aussi. Et à côté de ça, plein de fois, on m'a dit, ouais, mais le problème, c'est que si toutes les personnes comme toi arrêtent, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui reste? Et donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que franchement, plus je vais vers ça, plus je vais vers ce côté de le faire, mais comme tu dis, dans la vision que je vois, il y a de plus en plus de gens qui veulent suivre ça, qui veulent faire, par exemple, cette activité uniquement si c'est fait comme ça, s'il y a vraiment cette éthique-là. Ma seule limite, c'est que je suis pas toute seule sur le plan d'eau, en fait. Et qu'il y en a plein d'autres qui le font aussi très bien. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que ce soit uniformisé, tout ça. Il faut arrêter de vouloir l'ego revient là-dedans. Tu vois, c'est bon. Oui. Ça sert à rien. Encore une fois, on est en train de parler pour des êtres vivants qui ne peuvent pas parler. Oui. Donc, juste humble face à tout ça. On va vers ce qui est le plus juste pour eux et après on arrivera peut-être à faire quelque chose. Donc j'ai espoir dans le sens où il y a des choses même chez moi qui bougent par rapport à ça. Donc je me dis donc si ça bouge, ça peut bouger encore à l'extérieur. En tout cas, je veux pas perdre ça. Ça fait longtemps maintenant que je suis dans ce milieu-là ou même dans la plongée. Je l'ai toujours pas perdu malgré tout ça et pourtant franchement ça a toujours été facile. Du coup je me dis peut-être que ça partira pas et qu'il y a peut-être d'autres gens comme moi. Oh j'adore. On verra bien mais je pense, tu vois. Et finalement plus je pense ça et plus je rencontre des gens. Écoute, moi je trouve que c'est une très très belle conclusion à tout ça. Je te remercie infiniment pour ton temps, pour ce que tu nous offres ici à nous tous. Et je te souhaite en fait d'aller au bout de tes rêves, de tes intuitions, de tes intentions et que dans tout ça tu sois épanouie surtout. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue. C'est vraiment top aussi et de te connaître maintenant. C'est le début sans doute de pas mal de choses. Franchement, on est là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, si vous voulez retrouver Cindy sur les réseaux, vous pouvez me trouver sur Insta. C'est Cybelle, alors Si comme la mer bien sûr. Évidemment. SEABELE. Et principalement là, j'utilise Facebook, mais principalement sur Instagram. Et après, il y aura tout pour rediriger. Ok, trop bien. Vous allez voir, il y a un contenu de qualité avec des magnifiques photos et vidéos qui nous immergent. C'est vrai? Là, je vais partir vraiment plus sur ces mêmes vidéos, mais avec beaucoup plus de contenu pédagogique. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire et d'expliquer que ça y est, maintenant Bon, il y a des trucs croustillants qui vous attendent, donc il va falloir y aller. Merci beaucoup de nous avoir suivis et prenez soin de vous. On voit tout ça. On voit toute la merde. Pas pour vous, pour les affaires. C'est bien la proposition. Et à très bientôt. Non, c'est déjà la fin. On va où? Hop là, c'est tout.